élu du coup à la Chambre d'agriculture, au niveau départemental pour les Côtes-d'Armor et aussi au niveau régional. Donc je suis vice-présidente chargée de l'environnement. Je suis également au comité de bassin à Loire-Bretagne avec un collègue breton qui lui est plus sur le côté, on va dire, culture, et moi je représente plus l'élevage. On a un niveau recherche, un niveau expérimentation et surtout un niveau développement et conseil. Voilà. Le premier, recherche expérimentation, se situe voilà, plus en interne. Et on a la chance d'avoir des fermes expérimentales qui servent de support pour tester justement certaines choses, pour déjà prendre le risque à la place des agriculteurs qui n'ont pas forcément la possibilité financière, on va dire économique, de tester tout ça. Et derrière, c'est voir ce qui fonctionne dans tous les domaines, hein. Ça peut être sur des techniques d'élevage, ça peut être sur l'environnement, c'est vraiment dans tous les domaines. Et nous, après, dans un deuxième temps, on a un maillage territorial conséquent avec des équipes dans des antennes sur toute la Bretagne, avec justement des expertises au niveau agronomie, au niveau élevage. Et le but, c'est vraiment de développer ça à grande échelle par nos groupes au plus près des agriculteurs. Donc c'est vraiment amener l'information aux agriculteurs, les conseiller et vraiment voilà, élargir après au plus loin. Alors les trois syndicats qui sont présents au niveau breton, parce que moi je vous parle de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, alors on ne dit pas la FNSEA, c'est la FRSEA, voilà, dont je fais partie puisque ce sont des listes professionnelles pour les élections. Et on a aussi des élus de la Confédération paysanne et de la coordination rurale, et des élus d'ailleurs dans Mathématiques Moi de l'environnement, au groupe de travail environnement, qui participent. Voilà, à un moment donné, passé les élections, on est tous élus et tout le monde participe ensemble pour la construction des positionnements et des idées. L'été 2022 a clairement été un déclic parce que même si on a connu des sécheresses en 2003 ou tout ça, c'était pas forcément aussi long, mais surtout ce n'était pas des températures aussi élevées. Voilà. Il y avait eu du manque d'eau, mais pas des températures aussi fortes. Et 2022 a été très très marquant. Tout d'abord, le risque c'est au niveau des plantes, voilà, puisqu'on est quand même une région où il y a beaucoup de légumes. Alors ça peut être du légume frais pour le maraîchage, ça peut être aussi du légume industrie qui va en congélation ou bien en conserve, voilà. On a tout le groupe d'Aussi qui est plus dans le sud de la Bretagne. Et donc, comme en Bretagne, on n'est pas équipé en irrigation comme dans d'autres régions de France, c'est vrai que l'année dernière, on a eu sur certains produits 60% de pertes, alors que dans d'autres régions de France, voilà, les pertes, elles ont pas été les mêmes ou même elles n'ont pas existé puisqu'ils ont d'autres moyens pour pallier à ça. Eux, ils sont habitués. Voilà. Et aussi au niveau de l'élevage, puisque nous, on est quand même une région qui est très très axée sur l'élevage. Il y a quand même eu des stress hydriques sur les animaux. Voilà, ça a été compliqué sur les animaux. Moi, personnellement, on a des vaches laitières. Voilà, on voit les productions de lait qui chutent. Les vaches, elles sont vraiment, physiquement, elles sont vraiment atteintes. Il faut les ramasser, il faut les mettre à l'ombre. Voilà. Soit avoir des endroits dans les champs pour qu'elles aient des ombrages ou soit les rentrer. Voilà. Et il y a tout ça, ça concourt avec aussi derrière, en cas de sécheresse prolongée, comment on fait pour avoir aussi l'alimentation au niveau des bêtes. Parce qu'une bête, voilà, un animal, il faut quand même qu'il ait un certain bien-être. Il lui faut de l'eau, il lui faut à manger, donc ça peut poser souci sur des grosses périodes comme l'année dernière. Il y a déjà la recherche sur les variétés pour trouver des variétés plus, voilà, plus résilientes si on veut, moins sensibles aux pics de chaleur, avec des besoins d'eau moins importants. Donc ça, on a vraiment un travail là-dessus. Et on a aussi tout un volet de diagnostic pour voir les économies d'eau que l'on peut faire en exploitation. Voilà. Récupération des eaux pluviales, par exemple.
aussi se servir, par exemple, on a des pré-refroidisseurs, on récupère l'eau d'un pré-refroidisseur, parce que ça, au départ, c'était surtout de l'économie d'énergie. On les récupère pour l'abreuvement des animaux, ou bien voilà, des cycles de lavage qu'on récupère après pour le nettoyage des bâtiments. Il y a beaucoup sur l'économie, stockage d'eau pluviale. Ça commence, puisqu'avec l'agence de l'eau, là, on a un programme qui va là-dessus. Mais, et autrement, en Bretagne, voilà, il y a quelques réserves qui se font en secteur légumier, mais il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément parce que la Bretagne, il y a 1% de la SAU bretonne qui est irriguée en fait. Voilà. Alors, elle se pose, mais moi j'aurais plutôt tendance à parler de réserve collinaire en fait. Voilà. Revenu collinaire parce qu'en fait, ce qu'on connaît déjà en Bretagne, qui existe et qui peut-être et qui sans doute devrait un peu plus se développer, mais ça sera surtout de l'appoint, ça ne sera pas quelque chose forcément systématique, parce que je pense quand même qu'on aura l'occasion en Bretagne d'avoir encore de la pluie, voilà, peut-être même plus que dans d'autres régions de France, je l'espère. Et donc vraiment, voilà, c'est de capter l'eau en période hivernale, là où il y a des trop pleins d'eau, on va dire. Et en Bretagne, le captage d'eau ne se fait pas par, on va dire, du prélèvement dans les fleuves ou dans les ruisseaux. Ça n'existe pas en Bretagne. Voilà, c'est du captage par écoulement qui est en réserve à des périodes, on va dire, hivernales où il pleut plus. Et autrement, il y a aussi les forages voilà, qui sont faits en eau souterraine. Et qui du coup, c'est pas du tout non plus le même système que pour l'eau potable, parce qu'en Bretagne, l'eau potable, c'est surtout de l'eau superficielle, hein, c'est de l'eau des rivières, donc c'est complètement différent. Voilà. Alors, certains d'entre eux s'étaient assurés, voilà, parce qu'il y a aussi la mise en place d'assurance récolte, on va dire. Ça, depuis quelques années, la PAC voilà, incite fortement à avoir des assurances récoltes, qui ne se faisaient pas forcément sur toutes les cultures. Voilà, mais après, il y a aussi un nouveau système assurantiel là, qui se met en place cette année au niveau national. Mais par contre, c'est vrai que il y a aussi le gain coût-bénéfice et des assurances qui sont parfois assez élevées et qui vont surtout se prendre sur des cultures de légumes à forte rentabilité ou même aussi sur ces céréales. Mais par contre, sur le monde de l'élevage en lui-même, c'est très très rare qu'il y ait des assurances. Alors le problème qu'on a aussi en Bretagne, tout à l'heure je parlais des animaux, c'est que les besoins physiologiques des animaux, en fait, ils sont ce qu'ils sont. Même quand il fait beau, ils boivent encore plus. Donc c'est vrai que par rapport à l'abreuvement des animaux, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Par contre, je vais reprendre le chiffre si je le retrouve. On a aussi une diminution quand même si c'est moins important que dans d'autres régions de France, on a une diminution très nette des animaux en Bretagne. Puisque, voilà, pour l'exemple 2022, on a en fait 17 000 vaches laitières de moins. Et donc, ça représente un gain au niveau de l'eau, si on peut dire, de 500 000 mètres cubes. Donc, forcément, il va y avoir une diminution des animaux en Bretagne. Il y a quelques économies que l'on peut faire, voilà. Au niveau adaptation, il y a aussi pour l'animal tout ce qui est bâtiment, en fin de compte. Parce qu'au niveau des bâtiments, on raisonne beaucoup sur la façon dont on fait les bâtiments. Voilà. Des bâtiments plus ouverts qui amènent plus de brassage d'air, des bâtiments où il y a de la brumisation, même sur les vaches, aujourd'hui, certains vont jusqu'à la brumisation. Des ventilateurs, il y a tout ce côté-là. Par contre, au niveau de l'adaptation, il y a aussi au niveau des sols, il y a des choses qui sont faisables et aussi au niveau du bocage. Voilà. Parce qu'on remarque, alors moi je suis de l'ouest de la Bretagne, je suis à la limite du Finistère, donc on va dire nord. Donc le Trégor, on est quand même un pays, on va dire, qui n'a pas été trop remembré. Et on a gardé un petit peu un paysage qui ressemblait plus, on va dire, à la Bretagne il y a quelques années.
Et donc nous, on a cette particularité, on a gardé beaucoup de nos talus, on a énormément encore de haies. Donc forcément, tout ça, par rapport à la température, ça atténue quand même les températures. Au niveau des zones humides, on sait que les zones humides, ce sont des réservoirs d'eau. Et mieux elles sont entretenues et voilà, mieux leur fonctionnalité est gardée, forcément tout ça, ça permet de stocker en fin de compte l'eau dans le sol et de faire des réserves. Ça fonctionne un peu comme des éponges. Et puis du coup, ça c'est aussi très important que ces zones humides soient préservées. On le sait, hein, elles ont énormément été, on va dire, urbanisées, principalement puisqu'il y a une époque, pour éviter d'enlever les bonnes terres aux agriculteurs, bon, les communes préféraient construire sur des terrains de moindre qualité agronomique et donc forcément sur ces terres-là. Et forcément au niveau climatique, ça n'a pas été forcément le bon choix. Et il y a aussi un autre facteur, c'est la matière organique. Donc ça, en Bretagne, on est quand même plutôt avantagé là-dessus, puisque les sols, en fin de compte, qui ont un pourcentage de matière organique assez important, en fin de compte, ça aide aussi. Bah, il y a le côté carbone, mais ça aide aussi à capter l'eau. Voilà. Donc c'est tout ce côté polyculture élevage aussi qu'on a su garder plus en Bretagne qu'ailleurs, qui nous donne quand même des atouts voilà, plus importants. J'ai mon regard en tant qu'agricultrice depuis plus de 20 ans et j'ai aussi mon regard d'avant, on va dire. Je pense que dans toutes les périodes de l'histoire de l'agriculture, il y a eu des choix qui ont été faits. Et donc le rebrandement a été fait aussi parce qu'il y avait des très très petites parcelles. Moi j'ai encore des parcelles de 30 arts. Si je peux en avoir 2 de 30 arts où je mets en même temps, voilà, je vais le faire forcément parce que c'est une facilité de travail. Et voilà. Mais après, il y a tout aussi des programmes de braise-bocage où les talus, les haies qui sont enlevés, on les remet ailleurs sur l'exploitation. De toute façon, c'est une obligation aujourd'hui. Quand on fait une haie, faut la remettre à minima à l'identique. La Bretagne, globalement, on n'en perd plus. Voilà, et même on en remet plutôt. Parce que aussi les agriculteurs se sont rendus compte, en fait, à l'aise du département, qu'ils n'en avaient plus du tout et que forcément, faudrait peut-être y revenir. Donc, il y en a quand même certains qui ont cette conscience-là, qui se sont rendus compte, et pas que pour les animaux, parce que ça abrite aussi quand même, ça protège les cultures, voilà. Et il y a aussi tout un côté, alors là, je ne vais pas être les spécialistes pour vous l'expliquer dans le détail, mais on appelle ça les bords de champs, justement, où il y a tout, il y a une certaine biodiversité qui concourt aussi à la défense de la culture un peu plus loin. Donc, il y a tout ce rapport qu'il faut apprendre à réapprendre et à s'en servir. Et on était sur le remembrement, là je suis partie sur autre chose. Voilà, donc je disais, il y a eu des choix de fait, et je pense qu'à chaque période qu'il y a des choix de fait, il y a peut-être aussi un manque de connaissances à l'époque, des conséquences que ça peut apporter. Voilà. La fertilisation, ça a été pareil. On a beaucoup fertilisé parce qu'il fallait produire plus, sans se poser la question de la qualité de l'eau derrière. On a payé les conséquences en Bretagne. Aujourd'hui, on a réussi à inverser la tendance. Mais je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs, ils se posent beaucoup de questions. Ils sont aussi citoyens, voilà, ils sont parents, ils s'inquiètent aussi du futur. Donc, ils se posent beaucoup de questions, ils se remettent beaucoup en cause. Voilà. J'ai envie de dire que ça dépend des caractères de chacun. Voilà, ça dépend des caractères de chacun. L'agribashing, on va dire un petit peu comme ça, ambiant, qui n'est pas trop méchant. Enfin, qui n'est pas trop méchant. Après, ça dépend comment on prend les choses. Mais il y a des agriculteurs qui savent qu'ils fonctionnent bien dans leur ferme, dans le sens où ils font du mieux qu'ils peuvent. Ils font attention à la biodiversité. Ils font très attention au niveau de leurs pratiques, par exemple sur l'azote. On va dire, ils savent qu'ils font bien. Voilà, ils ont des bons résultats, ils se font des diagnostics. Aujourd'hui, il y en a beaucoup aussi qui font des diagnostics bas carbone pour voir aussi comment ils se positionnent. On vend aussi du carbone. Il y a des agriculteurs qui vendent du carbone. Voilà, moi, je fais partie de ceux-là également. Donc, il y a cette frange-là qui, on va dire, voilà, considère qu'ils ont pris conscience, qu'ils font des efforts. Voilà. Et qui ne sont pas forcément traumatisés, on va dire.
Par contre, il y a des agriculteurs qui le prennent pas du tout comme ça, qui à chaque fois qu'il y a une attaque, parce que les attaques aussi peuvent être de plus en plus virulentes. Moi, je trouve que depuis quelques années, on va dire allez, 3, 5 ans, les attaques sont vraiment très très virulentes. On est passé à des degrés quand même très très forts. Par C'est même exemple, des attaques physiques. Voilà, on a des agriculteurs qui physiquement se font attaquer chez eux, voilà, ou dans les champs. Donc on est arrivé à des choses très très compliquées. Bon après, oui, il y a des sabotages, voilà, qui sont mis en avant du côté de certains, on va dire, enfin, écologistes ou du monde associatif, qu'on ne peut pas valider de toute façon, enfin qu'on ne peut pas, voilà, c'est impensable d'agir de cette façon-là. Alors après, qui agit? Voilà, moi je ne sais pas qui agit. Est-ce que ce sont des agriculteurs même qui agissent? Voilà, moi je sais pas qui agit, mais de toute façon, voilà, c'est. est-ce qu'il y a eu une enquête justement là, sur Ah, logiquement, oui, logiquement, ouais, oui, il y avait eu des pots de plainte en gendarmerie. parce que je Après, crois j'ai que ça pas s'est le. passé 2 fois, non? Il me Pour elle, semble. je crois que c'était deux fois, Ouais. oui. Ouais, je crois que c'était deux Berlin, fois. Ouais, là c'est atteinte ouais, à l'intégrité. ouais. Alors, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, avec tous les réseaux qui se font entre groupes, voilà, que ce soit dans le monde associatif ou autre, hein, aujourd'hui, tout le monde est interconnecté. On sait qu'il y a aussi des associations un peu anti-bassines qui se constituent en Bretagne. Donc non, personne n'est à l'abri. La Bretagne n'est pas plus à l'abri que d'autres régions. Par contre, en Bretagne, on n'est pas du tout, nous, en tant que chambre d'agriculture, dans l'objectif d'avoir des méga bassines ou des bassines comme ça se fait dans les autres régions de France. Voilà. En Bretagne, c'est pas le modèle. Voilà, parce que quand c'est des bassines, ça prélève directement. On n'est pas sur de l'écoulement d'hiver. Voilà, on est complètement différent. C'est pour ça que je disais en Bretagne, c'est pas du tout le schéma choisi. Et dans la stratégie eau, justement, qu'on va aborder, ce n'est vraiment pas du tout ça. C'est plutôt des petites réserves collinaires, donc avec les eaux de pluie hivernale, et qui serviront en fin de compte d'irrigation d'appoint. C'est-à-dire que ça va pas être de l'arrosage systématique. Voilà, c'est si vraiment il ne pleut pas et que en fin de compte on, on va perdre la récolte, à ce moment-là, voilà, on arrose. Voilà. Et on a aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a des sondes qu'on met aussi au niveau des plantes pour savoir si le risque est élevé que voilà qu'elles meurent ou pas. Donc je pense qu'on est sobre par la force des choses. Si on et alors quand je dis par la force des choses, je veux pas dire que si on était à profusion, on en abuserait. C'est pas le sens de ma réponse. Quand on voit au niveau des serres, aujourd'hui au niveau des serres de légumes, tout est fait quasiment au goutte à goutte. Toutes les serres sont équipées de goutte à goutte. Donc non, non, voilà, le maximum d'économies seront travaillées, c'est évident, c'est évident. Et il y a aussi le partage de l'eau, on va sans doute y venir tout à l'heure, ça va être la grande question. Voilà. Alors le plan eau de mémoire, ça impose un pourcentage d'économie. Je sais plus, Il y c'est a 53 mesures, hein. voilà, ça impose, c'est pas 10% d'économie dans chaque Voilà. domaine. Alors après, c'est aussi faire des économies d'eau. Je pense qu'il y a moyen de faire des économies d'eau. Il y a aussi la question des fuites. Voilà. Je pense qu'il y a aussi un réseau d'eau qui est à revoir. Voilà. Qui est très très vieux, qui est à revoir. Mais je pense que c'est plein de choses mis bout à bout. Il faut que le citoyen aussi apprenne à économiser l'eau. Moi, j'ai été assez frappée dans mon entourage. Peut-être quand on est agriculteur, on est un peu plus sensibilisé parce que voilà, on voit les effets directement et sur notre métier. Mais même l'année dernière où on était en alerte maximum dans le cadre sécheresse et tout ça, tout était déclenché. Certes, on ne lavait pas nos voitures et ce n'est pas très grave, mais dans la vie de tous les jours, moi, j'avais pas l'impression que les gens allaient couper l'eau du robinet. Voilà,
on prend la douche, on laisse couler. J'ai pas tellement l'impression que c'est très très. Mais nous, en fait, on travaille plus sur le Varenne de l'eau, voilà, puisque qui s'est décliné au niveau national. Et nous, on a l'obligation dans les régions, en fin de compte, de décupler en fin de compte ce Varenne-là pour, à notre échelle, qu'est-ce qu'on met en place. Et là, on est dans l'écriture de la feuille de route bretonne. Donc là, c'est la Chambre d'agriculture qui, avec les autres acteurs, les filières, mais gère ça, anime et met en place. Le Varenne de l'eau, c'était plus le côté agricole en fin de compte. Ça ne concerne que l'agriculture. Et en fait, on demande aux filières de remonter toutes les solutions qu'elles ont trouvées, voilà, vers le niveau national pour partager. Voilà, c'est plus ça. Est-ce que c'est pas parce que justement c'est le Varenne qui va le faire? Voilà, moi c'est ma vision des choses, puisque l'État, le ministère de l'écologie et le ministère de l'agriculture sont preneurs dans le Varenne de l'eau. Donc moi, voilà, c'est comme ça que je l'analyse. J'ai peut-être pas raison, hein, mais voilà. Alors, quand on dit contrôler les forages, c'est-à-dire contrôler s'ils sont bien faits, contrôler, je sais pas. Les quantités d'eau. Ah, les quantités d'eau, les quantités d'eau, ouais. Alors aujourd'hui, on est sur. Alors tous les forages doivent avoir un compteur. Ça, c'est la règle, voilà. Moi, j'en ai un, voilà, il a un compteur. Donc tous les forages doivent avoir un compteur. Et aujourd'hui, on demande de relever les compteurs. Alors en plus, c'est différent dans les départements. Voilà, tout le monde n'a pas la même chose. Donc il y a une obligation de relever les compteurs. Mais bon, c'est juste des relevés, voilà, qu'on fait. C'est déclaratif. Ça dépend de quel degré d'autorisation on est, parce qu'en Bretagne, on a différents, selon l'importance, en fin de compte, de la ferme. On est soumis à différents régimes d'autorisation d'exploiter. Et donc, ça dépend du degré. Il y en a certains qui doivent déclarer de toute façon, oui, tous les mois. Il y en a d'autres, c'est simplement un relevé qui est à disposition dans la ferme. Voilà. Alors c'était une simple enquête, hein. Ce n'était pas un relevé exhaustif de tous les forages présents, voilà. Et une enquête, en fin de compte, c'est des gens qui ont bien voulu répondre. Voilà. Elle sera aussi exposée le 30 juin. Ce qui a pu être vu dans cette enquête-là, c'est que les gens qui... Alors, c'était forage ou puits. On n'a pas fait de différence. Les gens déclaraient pour tout ce qu'ils avaient. On a des difficultés à avoir la consommation exacte de la partie agricole. Parce que souvent, à moins d'avoir un compteur sur un forage qui existe depuis pas trop longtemps, parce que, alors je sais plus, ça fait 10 ans, 15 ans, peut-être 15 ans maintenant qu'on a l'obligation de déclarer les forages quand on les fait. D'ailleurs, c'est le foreur, hein, qui fait la déclaration avec nous et qui envoie le document. Donc depuis plusieurs années, tous les forages qui ont été faits après cette date-là sont connus. Et là, on est obligé d'avoir un compteur. Mais parfois, le compteur ne sert pas que pour la ferme. Et pour ceux qui ont aussi... il y a aussi beaucoup de personnes qui sont à la fois sur l'eau de la ville, et à la fois sur l'eau potable et sur le forage. Donc c'est la difficulté de calibrer qu'est-ce qui compte pour la consommation de la famille, on va dire, et qu'est-ce qui est... Voilà. C'était ça un petit peu la difficulté. Souvent, c'est globalisé. Donc certains parlent aussi peut-être de compteurs Linky, un petit peu comme le courant électrique pour le faire au niveau de l'eau. Moi, j'en ai discuté avec le syndicat départemental des Côtes-d'Armor. Aujourd'hui, ils ne sont pas là-dessus parce que c'est aussi un coût. Voilà. Moi, je pense que connaître, en fin de compte, connaître la consommation d'eau, voilà, qui est sur une ferme, ça permet aussi pour les syndicats d'eau qui doivent gérer la distribution de l'eau à tout le monde. En fin de compte, ça permet de savoir aussi combien globalement c'est consommé sur un secteur. Et au cas où un forage soit défaillant, combien est-ce qu'ils devraient aussi prévoir, eux, en plus pour emmener sur le monde agricole, on va dire. Par contre, ce qui a été assez étonnant dans notre enquête, c'est qu'on n'a pas spécialement vu... On pensait que ça aurait été différent. On n'a pas vu de report massif
on va dire, de forage qui aurait pas suffisamment fourni et avec un report sur l'eau potable et sur le réseau public. On n'a pas vu ce report massif. Ça a été vraiment par secteur sur des forages qui avaient des problèmes, mais c'était plutôt peu utilisé. Ben, en fin de compte, sur le monde agricole, on fait des estimations. Voilà. On compte le nombre de vaches, on considère que la vache est boitant. Voilà, voilà. Ce sont des estimations par rapport au cheptel déclaré, puisque tous les cheptels déclarés, donc on sait exactement combien il y a de moutons, combien il y a de vaches, on sait exactement combien il y a d'animaux en Bretagne, donc c'est des estimations qui sont faites comme ça. Voilà. C'est comme ça la consommation bretonne en agricole est connue. Par contre, pour tout ce qui est légumes, là ils ont la quantité juste, puisque ceux qui font de l'irrigation, ils ont des compteurs, et là c'est vraiment suivi de très près. C'est vrai qu'au niveau du monde agricole, ça peut créer des tensions. Autant ça peut créer des tensions aussi avec les autres citoyens ou les autres usages économiques. Au niveau agricole, ça peut aussi créer des tensions entre l'animal et le végétal. Voilà, ça peut créer des tensions. Et puis, à peut-être voir aussi une filière tirer plus, on va dire, le tapis de son côté que d'autres. Mais ça va aussi surtout être un enjeu de territoire, parce qu'il va y avoir des territoires où il y aura peut-être beaucoup moins d'eau qu'ailleurs. Et puis forcément, ces territoires-là, demain, on se pose la question, euh, quelle activité sur ces territoires-là? Est-ce qu'on pourra avoir, je sais pas moi, une installation d'une ferme supplémentaire en élevage? Est-ce qu'on pourra avoir des serres qui s'installeront à cet endroit-là? C'est une question. Quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Mais cette question-là, je pense qu'il faut la raisonner vraiment tous les usages ensemble. Je comprends hein, que tout le monde se focalise un peu sur l'agriculture parce qu'on est l'économie première en Bretagne, mais on a aussi une économie qui monte, c'est le tourisme. Et justement, quand on discute avec les syndicats d'eau, on va dire en septembre, quand les touristes sont partis, là on voit vraiment la consommation d'eau qui diminue. Voilà. Et donc, si on veut un jour en Bretagne faire clairement limiter l'accès à l'eau au monde économique, il va falloir aussi être juste et puis voilà, ne pas favoriser l'un par rapport aux dépens de l'autre. Voilà. Et il y a aussi un autre volet très important sur lequel je pense il y a moyen de faire beaucoup d'économies, c'est la reuse, comme on dit, ou la réhute. Voilà, ça dépend, on y reviendra tout à l'heure. Voilà. La PAC n'intègre pas dans ses réflexions voilà, l'eau. On est sur, j'ai envie de dire, elle n'intègre pas non plus la qualité de l'eau, ni la quantité ni la qualité. En fin de compte, c'est pas c'est pas une politique qui s'en occupe. Le seul volet, on va dire un peu environnemental qui est dans la PAC, c'est alors voilà, le verdissement de la PAC, comme on l'a appelé dans l'ancienne programmation. Voilà, c'est ce côté-là. Donc aujourd'hui, la PAC, elle est un peu plus, on va dire, un peu plus exigeante sur la façon dont on cultive sur les cultures qu'on emploie, un peu plus exigeante sur tout ce qui est les infrastructures agroécologiques. Voilà, là, elle regarde de près les infrastructures agroécologiques. Et derrière, en fin de compte, voilà, bah, c'est financier. Hein, voilà, c'est derrière, en fin de compte, quand on répond aux critères de verdissement de la PAC, on a un financement supérieur, on va dire. Le problème est partout, mais est-ce qu'on arriverait avec, on va dire, une législation européenne à faire le détail de chaque spécificité territoriale? Je ne suis pas sûre. Ou bien alors il faudrait avoir une législation qui prévoit plein de cas différents. Voilà. Si on est dans tel cas, c'est comme ça. Si on est dans tel cas, c'est comme ça.
En général, la PAC, elle a plutôt tendance, enfin l'Europe en général, elle met un socle commun et elle laisse les États membres gérer le reste. Même pour la PAC, voilà, la France a encore une marge de manœuvre sur les subventions. Je pense qu'il y a les deux. Voilà. On doit faire mieux avec ce qu'on a, donc ça on est vraiment sur l'économie d'eau. Euh, mais par contre, on est quand même. Alors je sais pas, moi je peux pas dire l'avenir. Euh, Est-ce qu'il y aura toujours autant d'agriculture en Bretagne dans 20 ans qu'aujourd'hui? Je ne sais pas. Par contre, ce que je pense aussi, c'est les études, les climatologues le montrent, c'est qu'il y aura quand même des régions qui vont être plus favorables, on va dire, à la culture, à l'agriculture, que d'autres. Si on regarde le sud de la France, peut-être que certaines régions ne pourront plus du tout produire. Donc c'est vraiment se poser la question dans les secteurs où ce sera un peu plus tempéré, où on aura un peu plus d'eau, ces secteurs-là qui potentiellement pourront être le support de la production alimentaire demain, euh, il faudra bien, je pense, la sécuriser et accepter justement d'avoir des réserves collinaires. Voilà. Sans aller sur des excès, mais je pense que franchement, c'est des questions à se poser. Et la France et même l'Europe en général, on est très axé, on est très en réflexion sur ça, mais il faut aussi se poser l'eau qui est importée. Voilà. Parce qu'on peut se dire, voilà, donc il y a pas assez d'eau, même en Bretagne, il y a pas assez d'eau, donc on va produire que ce qu'on est capable de produire. Faire, on va pas faire de réserve d'eau, on va pas désaliniser la mer. Voilà, on fait ce que la nature nous permet de faire. S'il y a des années où on récolte pas, on récolte pas. Enfin bref, il y a des assurances ou autres. On trouve un système comme ça. Euh, il faudra bien que les gens aient une alimentation. Et si c'est pour l'importer d'ailleurs avec des choses qui ne sont pas du tout respectueuses de l'environnement, moi je vois pas où est le gain. Quand on raisonne sur du climat, c'est vrai pour tout le monde, quoi. Et il y a certains pays autres que la France ou que l'Europe, je pense, qui se posent beaucoup moins de questions. Je ne sais pas s'ils réalisent encore ce qui est en train de nous arriver. Par exemple, Euh, Au Brésil, alors moi j'allais plutôt sur ouais, États-Unis, peut-être plus. Voilà, la Russie, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Ça sort pas trop des frontières. Et il y a aussi le problème de tous les pays émergents, quand on voit l'Afrique, quand on voit l'Inde. Voilà, c'est aussi ces pays-là, comment on leur donne les moyens, en fin de compte, de pouvoir mettre les choses en place. Bah, en Bretagne aussi, on peut dire il y a du cochon ou du lait qui est produit en Bretagne qui sort de la Bretagne. Mais il y a aussi plein de produits qui sont produits ailleurs qui rentrent en France et en Bretagne. Enfin, ça, on pourra pas l'empêcher, quoi. On est quand même dans un marché mondial. On a beau dire et beau faire, on reviendra pas en arrière. Ça dépend des produits, en fait. Voilà. Après, je vais prendre l'exemple du poulet, c'est souvent celui qui est le plus, parce qu'il y a quand même du poulet qui est fait en Bretagne. On ne fait pas assez de poulet en Bretagne pour fournir la France, de toute façon. Voilà. Et avec les contrats qui se font aussi au niveau des États où on vend des avions et on accepte d'importer tant d'hectares, tant de kilos de viande ou tonnes de viande du Brésil. Je pense que les produits agricoles qui touchent l'alimentation ne devraient pas être dans une balance commerciale avec d'autres voilà. avec d'autres secteurs Ouais, économiques d'autres secteurs économiques. Voilà, qui tout n'ont à rien à fait. voir avec Voilà, exactement. Je pense que c'est Donc il y aurait une une protection grosse à avoir. erreur. Il devrait y avoir un protectionnisme. Plus. Mais on va Plus pas. de... Plus de protectionnisme, mais on va pas dans ce sens-là. Non, d'accord. Mais aujourd'hui aussi, le consommateur a, malgré tout ce qu'on peut dire là aujourd'hui entre nous, le consommateur il a tout ce qu'il faut, donc Oui, puis c'est lui qui a le pouvoir finalement. c'est lui qui a le pouvoir. Voilà.
En Bretagne, on est plus vraiment sur du légume. Voilà. On est vraiment plus là-dessus pour la sécurisation du végétal. Sur l'animal, ça sera compliqué parce que déjà le coût, voilà, le coût. Le coût de l'irrigation pour aller abreuver de l'animal, non, ça, c'est pas faisable en fin de compte. On n'a pas, on est en bovin lait ou en bovin viande, on n'a pas les capacités économiques à créer des réserves et tout ça. Voilà. Et comme en plus en bovin, on n'est pas restreint. Alors ça, quand il y a des alertes sécheresse, on va dire, on a le droit d'abreuver aussi les animaux. Voilà, c'est physiologique. Donc on aura de toute façon nous l'eau potable si on a besoin. Enfin si on l'aura si elle est disponible. De toute façon, s'il en existe pour tout le monde. Mais voilà, je pense que l'irrigation, ce sera surtout pour les légumes, pour sécuriser la production de légumes. Et je pense aussi que la Bretagne va être plus végétale, dans les années à venir. Après, c'est quel équilibre? S'il y a moins d'animaux et qu'on gagne de l'eau, après, ça peut être une opération blanche aussi, que cette eau-là concourt à d'autres cultures. Voilà. C'est pas forcément une augmentation en quantité par la création de nouvelles réserves. C'est vraiment voir l'équilibre qu'il y a entre les deux. Et après, c'est aussi une question citoyenne et de nos élus politiques. C'est est-ce qu'on favorise le tourisme? Est-ce qu'on favorise l'agriculture? Voilà. Alors pourquoi, quand ils disent les activités économiques ne respectent pas, pourquoi ils disent après l'agriculture ne respecte pas? Parce que c'est une activité économique. Mais les autres aussi? Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est un peu la difficulté que je peux avoir en fait. C'est de voir toutes les activités. Une activité économique a autant d'importance qu'une autre activité économique. Si on se base sur l'économie d'un pays, on se base voilà, peut-être sur l'emploi, peut-être voilà. Dans ce cas-là, il n'y a pas de préférence à avoir pour l'une ou pour l'autre. Après, ça sera des arbitrages, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais il n'y a pas de préférence à avoir. Et je pense que, voilà, il y a, tout à l'heure on parlait d'agribashing. Alors c'est pas pour être plus en contradiction avec Eaux et Rivières de Bretagne ou d'autres éléments du monde associatif. Mais, alors comment dire ça? Je préférais avoir une discussion, on va dire, franche sur l'agriculture que d'avoir toujours, en fin de compte, se servir d'excuses. Alors, le mot excuse, il faudra le mettre entre guillemets. Se servir d'excuses pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'élevage en Bretagne. C'est un peu ça ce qui se passe. Voilà. À un moment donné, c'était la qualité de l'eau. La qualité de l'eau est mauvaise en Bretagne. C'est à cause de l'élevage. Il faut diminuer l'élevage. Aujourd'hui, la qualité de l'eau en Bretagne est bonne. Voilà. Elle est bonne. Moi, je dis qu'elle est bonne. Par rapport à tout le chemin parcouru, je veux dire que quand même, elle est bonne. Et il faut pas se... Oui, il y a certains territoires où il y a encore du travail à faire. On n'est pas tous... Elle n'est pas... Le problème des médecins de la fleur. Ouais, mais elle n'est pas bonne, on va dire, de façon uniforme partout. Et quand on parle de qualité aussi, il faut voir tous les critères qualité. Voilà, parce que quand on se base uniquement sur ce que sort le SDAGE, qui dit que seulement 34% en fin de compte des masses d'eau en Bretagne sont bonnes, il y a aussi beaucoup de sorties par le facteur morphologique. Voilà. Il n'y a pas que la qualité azote, il n'y a pas que la qualité phyto qui est prise dedans. Tout est bien ficelé, il faut juste se donner la peine d'aller voir. Faut juste se donner la peine d'aller voir par territoire qui est mauvais en phyto, qui est mauvais en azote, qui est mauvais en morphologie, qui est mauvais par rapport aux espèces présentes dans les cours d'eau. C'est vraiment très différent. 34%, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et aujourd'hui, on est sur le quantitatif. C'est à nouveau, je pense, une excuse à dire, en fait, voilà, il y a pas assez d'eau, peut-être en Bretagne dans les années à venir. Il faut faire des économies, il faut qu'il y ait de l'eau disponible pour l'être humain, voilà, pour le citoyen. Donc il faut aussi diminuer l'élevage parce que l'élevage consomme de l'eau.
Je n'entends jamais le monde associatif, un peu à Rennes, parce qu'il y a il y a eu l'affaire Bridor là, qui s'est faite. Mais franchement, il y a beaucoup moins de questions sur le reste du monde économique par rapport à nous. Et sur l'économie touristique, il n'y en a aucune. Il faut qu'on garde notre sol, il faut qu'on garde en fin de compte la terre végétale dans nos champs, forcément, parce que quand elle sera toute partie, ça sera compliqué d'avoir, enfin, de pouvoir avoir un sol de qualité pour les cultiver. Alors la Chambre d'agriculture, il y a quelques années, faisait du braise-bocage. Voilà, on en faisait beaucoup du braise-bocage dans les premières programmations. Donc aujourd'hui, c'est les EPCI qui gèrent ça. On est en lien avec eux, mais c'est les EPCI voilà, qui gèrent ça. Si on part sur des drainages, ça serait pour recréer des zones humides qui étaient là avant. Il va falloir se poser la question de la compensation. Voilà. La question, elle est là. Et nous, en tant que chambre d'agriculture... Mais la compensation, elle se fait sur le drainage, elle peut se faire sur les zones de captage. C'est une question qui est globale. Et en tant que chambre d'agriculture, mon travail, en fin de compte, c'est qu'il y a des agriculteurs qui sont en place. Alors, il y a eu des drainages de fait à une époque. Voilà, c'est comme le remembrement. Enfin, voilà, ça s'est fait à une époque. Et les agriculteurs ont récupéré des terres qui étaient comme ça, des fermes qu'ils ont reprises qui étaient comme ça. Et moi, l'agriculteur qui est en place aujourd'hui, si on dit, on peut l'entendre côté élu ou côté, voilà, des experts qui nous disent ça, il faut par exemple reconquérir ou retrouver tant de surface de zone humide pour être plus résilient pour le stockage de l'eau en Bretagne. Ça sera ailleurs aussi, je pense. Dans ce cas-là, l'agriculteur, il faut lui trouver la solution. Voilà. Alors, soit ces terres-là, elles sont dédrainées, un gestionnaire les gère d'une façon, lui ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, ça peut être lui qui peut être d'accord de le faire, le gère d'une certaine façon, ça se fait en Natura 2000 ou en zone littorale, il y a des cahiers des charges pour la préservation de certains milieux. Donc l'agriculteur peut être d'accord. Par contre, ça sera sans doute des agriculteurs qui vont avoir du bovin, par exemple, parce que ça va être de la remise en herbe, ça va être tout ça. Donc il faut avoir en fin de compte l'agriculture qui va avec. Voilà. Sinon, l'agriculteur à qui on pourrait dire, bah, par rapport à ton territoire particulier, dans cette zone géographique-là, il faudrait dédrainer. On peut aussi lui donner en compensation d'autres terres. Voilà. Ça, c'est aussi une possibilité. Je pense que dans les années qui vont arriver, il y aura de la terre disponible avec tous les agriculteurs qui vont arrêter. C'est dû que les gens ne veulent pas forcément s'installer. Voilà, ils ont d'autres choix de vie qui sont tout à fait voilà, respectables. Et c'est dû au fait que deux critères principaux. Un agriculteur travaille quasiment tout le temps et un agriculteur n'est pas bien payé par rapport voilà, si on prend on va dire les revenus normaux. Donc un jeune qui se pose la question, parfois il a vite fait le tour. On va dire je vais travailler beaucoup, je vais être payé pas beaucoup. Enfin, on gagne quand même sa vie, hein. Je ne suis pas non plus malheureuse, mais par rapport à mon temps de travail, si on ramène tout ça au niveau du temps horaire, je ne vais pas être payée, si on veut, par rapport au travail que je fais. Je prends énormément de risques à l'installation parce que ce sont des investissements conséquents. Voilà, c'est des capitaux très très lourds. Voilà, donc c'est vrai que faut aussi le porter, ça, psychologiquement, cette pression financière. Et il y a aussi, je pense, un peu le ras-le-bol. Tout à l'heure, on parlait un petit peu d'agribashing. Ouais, il y a un petit peu ce ras-le-bol-là. Et quand je parlais tout à l'heure de plus de végétal en France et en Bretagne demain, je pense que tout ce qui se fait là, même la pression associative sur certains secteurs, alors là, c'est pas spécialement les rivières, c'est aussi des
des petits assos locaux. Voilà, à chaque fois qu'il y a un projet quasiment en Bretagne aujourd'hui, il y a un collectif qui se monte qui est contre. En agriculture et autres, mais aussi beaucoup en agriculture. Donc ils ont plus envie, je pense. Ils ont plus envie. Alors c'est la transformation ou c'est l'échelon de la distribution? Je pense que voilà, c'est Les deux. voilà, voilà, je pense que y a ça partout. Alors l'industrie agroalimentaire et l'agriculture, on va dire, c'est complémentaire dans le sens où l'industrie agroalimentaire se construit là où l'agriculture est présente. Ce sont des bassins de production, on voit en Bretagne, hein. Si la production baisse en Bretagne, je ne suis pas sûre que l'industrie restera. Autrement, moi, je fournis mon lait à une coopérative. Voilà, j'ai un contrat d'apport. Il n'y a pas spécialement beaucoup. Là, je reprends ma casquette d'agricultrice lambda. Il n'y a pas spécialement beaucoup de relations, hein, du moins au niveau du lait. Peut-être que dans d'autres productions, plus. Entre eux, on va dire la coopérative ou bien l'entreprise privée, puisqu'il y a les deux. Il n'y a pas beaucoup de relations entre nous, en fait. Il devrait peut-être y en avoir plus, mais voilà, on fait de notre travail, on répond voilà, à des critères, à plein de choses sur notre ferme, qui ne sont pas forcément des choses demandées par la coopérative. Après, au niveau de la coopérative, il y a aussi des cahiers des charges auxquels on répond. Mais voilà, on a un contrat avec. Moi, j'ai un contrat avec ma coopérative. J'ai le droit je dois lui livrer, ou je peux, c'est même pas je dois, je suis pas dans l'obligation de le faire. Je peux lui livrer tant de litres de lait par an. Si je le fais pas, je le fais pas. Par contre, je peux pas lui livrer plus. De toute façon, nous, aujourd'hui, en lait, on peut pas changer d'entreprise. On ne peut pas partir d'une entreprise, puisqu'on va pas forcément trouver une autre entreprise pour nous prendre. C'est vrai aussi dans d'autres productions. En volaille, aujourd'hui, on a quand même LDC qui devient largement majoritaire partout. Donc, les faiseurs se rétrécissent et donc forcément. Alors, peut-être que de leur côté, la façon de se regrouper, ça peut être aussi peut-être une façon de survivre. Je ne sais pas. Il y a quand Eureden, voilà, Eureden par exemple, c'est aujourd'hui un gros groupe coopératif, le gros groupe coopérative breton qui touche plusieurs secteurs. Voilà, c'est aussi le fait de se dire, voilà, on est plus important, on, on est plus fort dans les négociations sur les marchés extérieurs parce que on a un certain poids. On sera aussi peut-être plus fort dans les négociations commerciales envers la distribution. Voilà, ça peut être, voilà, ça peut être une démarche d'entreprise, je pense. C'est la piste, on va dire, primordiale à prendre en considération si on veut demain mettre des mesures qui puissent améliorer l'environnement sur certains points, sur certains territoires, en fait. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculteur il répond à plusieurs injonctions, voilà, économiques. Voilà, il doit, on va dire, voilà, il doit produire pour alimenter la Bretagne, la France, le monde, voilà, tous les échelons. Il doit, dans le meilleur des cas, gagner sa croûte. C'est quand même mieux de gagner sa vie quand on travaille. Et puis, il doit aussi répondre à toutes les injonctions. On peut penser secondaires. On pouvait les penser secondaires à un certain temps, mais je pense qu'elles deviennent vraiment beaucoup plus importantes aujourd'hui. Souvent, on parle de l'agriculteur qui l'entretient, le paysage. Voilà. On ne fait pas que le détruire, heureusement. On l'entretient et on le préserve. Et tout ça, c'est toujours, on va dire, fait de façon gratuite. Voilà, c'est gratuit. C'est gratuit et j'ai même envie de dire, c'est normal. Et ça, c'est du temps passé. On parlait tout à l'heure de haies bocagères, que c'est mieux d'en avoir et tout.
Moi, j'en ai beaucoup chez moi. Le temps passé et un travail aussi pénible d'entretien, parce que si on veut bien travailler les haies bocagères, c'est pas comme on voit au bord des routes, le lamier qui est systématiquement passé au bord des routes. Voilà. Nous, on a une gestion durable de la haie bocagère qui se fait à la tronçonneuse. Voilà, il faut du monde, il faut de la main-d'œuvre, c'est du temps. Ce ne sont pas des prestations qu'on peut déléguer parce qu'il n'y a personne pour le faire, ça c'est clair. Du moins pas grand monde. Et donc vraiment, les PSE, c'est vraiment une rétribution à mettre en place pour reconnaître. Et là, c'est un caractère vraiment positif et de reconnaissance pour l'agriculteur parce qu'on estime que toutes les actions qu'il fait à côté de son, on va dire, de son activité première de produire du végétal ou de l'animal, tout ce qu'il fait à côté, il est reconnu et il est rémunéré pour. Voilà. Par contre, le souci des rémunérations, c'est quel argent, argent public ou argent privé. En Bretagne, on a commencé à travailler quand même sur des financements privés de PSE. Alors c'est super compliqué parce que il y a des entreprises qui ont des obligations RSE, ou bien qui se posent des questions, qui veulent être meilleurs au niveau de leur RSE et donc du coup qui choisissent ça. Mais il y en a aussi beaucoup, ils ont des obligations, par exemple au niveau du carbone, parce que comme ils sont très mauvais au niveau de leur bilan carbone, il faut qu'ils compensent. Et donc ça, c'est aussi un peu le principe pollueur-payeur et en inverse, parce que pour une fois, c'est pas l'agriculteur qui est pollueur, c'est enfin, comme on peut entendre d'habitude, c'est l'agriculteur qui compense. Et donc là, c'est très compliqué de le mettre en œuvre au niveau privé. Nous, on a Allium au niveau de la Bretagne, une association qui s'est mise en place, qui est faite avec les agriculteurs. La Chambre d'agriculture est partenaire. Et il y a aussi tous les PSE publics. Et là, il y a aussi un gros souci au niveau des PSE publics, c'est que les PSE publics, ça rentre dans les de minimis, les plafonds de minimis. C'est-à-dire, c'est de la fiscalité. Un agriculteur, il a le droit de bénéficier d'aides globales sur son exploitation venant d'argent public. Donc ça peut être une aide sur du matériel, une aide sur du bâtiment, ça peut être les PSE, ça peut être un crédit d'impôt pour remplacement de congés. Voilà, tout ça, c'est globalisé. Ça peut être aussi une aide quand il y a un problème de conjoncture et qu'il y a une aide financière de la part de l'État voilà, pour faire tenir l'économie en place. Donc tout ça, ça se cumule. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas dépasser un certain plafond, qui n'est pas très élevé. En algues vertes, la boucle vertueuse, c'est pareil. Donc il faut toujours trouver des schémas et des articulations très compliquées. C'est pas du tout souple au niveau fiscal. Et la fiscalité, c'est un gros frein aussi pour pouvoir mettre des choses comme ça en place. Opportunité et risque. Opportunité et risque à la fois, parce que opportunité dans le sens où si on a une entreprise voilà, qui doit voilà, qui a ces quantités-là à utiliser et qu'à côté il y a un agriculteur qui en a besoin, voilà, c'est une opportunité. Il n'a pas besoin de faire de réserve collinaire à la limite, ou bien il n'a pas besoin de prendre l'eau potable, donc ça économise pour les autres secteurs. Et puis lui, financièrement aussi, il n'a pas cette eau potable-là à payer. Voilà. Mais après, c'est aussi avoir l'eau disponible quand l'agriculteur en a besoin, au moment où il en a besoin. Donc c'est cet équilibre-là à trouver. Et risque aussi parce que, en fin de compte, cette eau-là, au niveau sanitaire, il faut avoir une assurance quand même qu'elle réponde à tous les critères pour que, surtout en légumes, et ça sera, je pense, surtout en légumes que ça va utiliser, il ne faut pas que le légume voilà, ait des résidus, on va dire, qui viennent de ces eaux usées, même si elles sont traitées. Franchement, non. Non, franchement, non. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que moi, ce que je peux dire au niveau du monde agricole,
c'est que ce qui favorise, enfin, ce qui peut favoriser le niveau, en fin de compte, du cours d'eau, c'est aussi tout ce qui existe à côté, en fin de compte, le sol qui existe à côté. Souvent les zones humides et tout ça, donc c'est toujours le même un peu équilibre dont je vous parlais tout à l'heure quand on parlait des zones humides. C'est quand la zone humide est efficace, voilà, elle contribue aussi. Enfin, il y a plein d'experts bien meilleurs que ça pour l'expliquer, mais elle contribue aussi à produire aussi un certain niveau d'eau dans le cours d'eau. Alors, est-ce que ça sera suffisant? Voilà, est-ce que ça sera suffisant pour permettre au cours d'eau de garder un... Je ne sais pas. Après, on voit aussi le barrage de Guerlédan hein, qui par moment voilà, relargue dans les cours d'eau pour aussi permettre au cours d'eau de garder un niveau suffisant pour que les espèces ne meurent pas. Et il y a aussi une question de température. Voilà, puisqu'on l'a vu, on nous en a parlé à Lorient aussi il n'y a pas longtemps au Conseil sur le climat breton. Qu'en fin de compte, les températures jouent aussi énormément sur la vie aquatique. Donc il y a le double phénomène. À quelle échéance? Moi, je vais pas pouvoir vous donner d'échéance en fin de compte. Et quand on parle de zéro pesticide, c'est sur les périmètres de captage. Je reviens sur le même raisonnement que j'ai eu tout à l'heure pour le drainage. Et si on prend le problème par le début, c'est si on manque d'eau, on le voit dans les discussions avec les syndicats d'eau, ils vont vouloir garder ouvert, ou même le maximum de captage pour sécuriser l'approvisionnement, c'est évident. Même certains voudraient bien réouvrir des captages qui étaient fermés jusqu'à présent. Y a deux choses, parce que souvent, parfois aussi un captage, il est arrêté parce qu'il n'a pas suffisamment de débit. Et donc il n'est pas, entre parenthèses, rentable. Voilà. Donc il y a ça. Donc peut-être qu'à un moment donné, si il n'y en a vraiment pas assez, on pensera à les réouvrir parce qu'il y aura vraiment besoin de cette eau. Et là, c'est comme les drainages, en fin de compte. S'il y a une pollution aux pesticides, parce que ça sera, ou à l'azote, mais aujourd'hui, je pense que c'est plutôt plus des pollutions aux pesticides. Il y a déjà des EPCI ou des syndicats d'eau qui le font. Ils ont la possibilité de préempter sur les terres agricoles qui sont dans le cadre de captage. Là, on est sur des captages souterrains. Ils ont la possibilité de préempter, d'acheter les terres et en fin de compte de faire un périmètre de protection plus élargi. Dans le 22, il y a des discussions sur le secteur de Rostronin, mais après, c'est pas non plus des très grandes surfaces puisqu'on est sur des captages souterrains. Et la loi leur donne cette possibilité-là. Et moi, en tant que chambre d'agriculture, en fin de compte, c'est toujours le même positionnement. C'est l'agriculteur concerné, comment on fait pour compenser les choses. Et bien alors, là, c'est vraiment des questions qui se posent maintenant. Comme il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont arrêter, il va y avoir de la terre de disponible, donc c'est faire des réserves de foncier pour échanger en fin de compte. Voilà. L'agriculteur qui va être fortement impacté par un périmètre de captage, qu'on lui dit on vous enlève, je sais pas moi, 15 hectares, vous ne pourrez plus les cultiver, ou bien voilà, quelqu'un par exemple qui fait que des cultures. Voilà, il va pas forcément, à mon avis, reprendre des vaches pour en mettre et mettre tout à l'herbe et ne rien faire dessus. Dans ce cas-là, voilà, l'agglomération les récupère, met le cahier des charges qu'elle veut dessus, ça sera sa propriété. Mais l'agriculteur, il faut le compenser à côté. Une vache, elle a une température du corps qui est à 38-39. Donc dès qu'elle passe une certaine température, elle supporte mal. Et donc, et une vache, voilà. Et puis une vache, elle va boire de toute façon la quantité. Non, pour moi, je vois pas trop. Je suis pas sûre que c'est une question qui se pose beaucoup. Ouais, vu de ma fenêtre, je suis pas sûre que c'est une question qui se pose beaucoup. Parce que, alors je sais pas moi, quelle race locale, je prends l'exemple de la pie noire, la petite pie noire par exemple, voilà, la bretonne pie noire.
Il y a aussi la question de la production de lait, parce que c'est une vache aussi qui produit pas beaucoup de lait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Certains agriculteurs qui vont sur la transformation, ils vont plutôt prendre des raspinoirs ou des jersiaises ou tout ça, parce que justement, il y a ces critères matière grasse qui sont très très importants pour eux. Et voilà, c'est en fin de compte avoir la vache qui nous va bien par rapport à la production que l'on a. Moi, chez moi, c'est des Montbéliardes, voilà, donc, parce que elles vont beaucoup dehors, c'est pâturant. C'est pâturant, mais elles vont pâturer assez loin. Donc voilà, c'est des vaches beaucoup plus rustiques, qui font moins de lait aussi. Un peu plus de qualité, mais qui font moins de lait aussi. Mais parce que mon système est équilibré comme ça. Il y a 3 mois de l'hiver où elles sont complètement en stabulation. Et autrement, dès qu'elles peuvent sortir et que l'herbe pousse, oui, elles sont dehors. J'aime pas beaucoup ce mot, hein, industriel, mais bon. Je pense que dans le mot industriel, il y a la taille, voilà. Il y a la taille et les conditions, voilà. Alors, c'est vrai qu'en bovin, on est un peu moins attaqué, voilà, on va dire, que en porc. Je pense pas qu'il faut croire qu'ailleurs c'est mieux. Là, on parlait tout à l'heure du poulet brésilien. Je suis pas sûre que le poulet brésilien il soit mieux mené que le breton. Je pense même que c'est plutôt l'inverse, voilà. Et je pense qu'on ne pourra pas non plus faire que du circuit court et que du bio pour donner à manger aux villes. Il y a ce côté contradictoire là, moi, que j'ai toujours un peu de mal à cerner. Et là, on est vraiment sur une discussion sur le modèle agricole de demain. Je pense que des exploitations de taille conséquente, leurs produits peuvent être commercialisés en Bretagne, non ça... On produit beaucoup plus que nos besoins. Oui, on produit plus que nos besoins, mais le lait qui est produit chez moi ou qui est produit ouais, dans une exploitation qui est beaucoup plus grande que la mienne, le lait, il est commercialisé en même temps dans ma coopérative, quoi. Donc il n'y a pas de différence de fait, hein. Je pense il y aura des petites fermes, il y aura des fermes moyennes, mais il y aura aussi des très grandes fermes. Il y aura aussi des très grandes fermes parce que il va y avoir des regroupements d'associés. Parce qu'il y a aussi des agriculteurs qui voient le regroupement pour travailler à plusieurs associés, en fin de compte, plus facile à gérer pour la vie personnelle, pour leur vie privée et personnelle. Oui, mais des GAEC, là, moi, je ne parle pas d'un GAEC à deux comme chez moi. Je parle d'un... Ça peut garder le nom de GAEC, hein, d'un GAEC à 4, 5, 6, voilà. Parce que c'est aussi la facilité de remplacement, c'est aussi la facilité de partir en vacances, c'est la facilité de répartition des tâches, du travail, de se faire remplacer. Il va y avoir des fermes de grande taille parce que va y avoir beaucoup moins d'agriculteurs. Même si on continue même si on a beaucoup installé, qu'on continue à installer, il va forcément y avoir des regroupements. Il y aura moins d'agriculteurs demain. Je suis pessimiste par rapport justement à comment, par rapport à tout ce qu'on a pu dire avant, on va dire au bocage à préserver ou à refaire, c'est-à-dire aux zones humides à préserver ou à refaire. C'est l'entretien derrière de tout ça. Parce que le modèle breton, polyculture élevage, c'est quand même un modèle qui se tient bien en fait. Qui se tient bien. Il y a de la matière organique pour fertiliser les sols. Il y a le bovin qui entretient les prairies, captage de carbone, tout ça, c'est un équilibre. Je trouve que c'est un équilibre très très intéressant. Et on va en perdre une bonne partie. Et j'ai pas de solution à ça. Et en chambre d'agriculture, on accentue beaucoup sur la transmission, on montre tout ce qu'il y a de bien à faire. Sur mon territoire, cette semaine, il y avait les portes ouvertes Innovation. C'est très professionnel. Et alors, c'est quelque chose qui n'aurait jamais été imaginable il y a quelques années. Et on a fait une porte ouverte Ouest Côte d'Armor sur le système de la monotraite.
Et j'étais assez satisfaite. Il y avait beaucoup de jeunes qui sont venus voir le système. Après, c'est quelqu'un qui part bientôt à la retraite, voilà, qui était fatigué, qui a réduit la voilure et puis qui finit, on va dire, sa carrière comme ça. Parce que madame avait des problèmes de santé et il s'est dit moi j'aime bien mes vaches, j'aime bien mon travail, j'ai pas envie de tout vendre et de faire du blé partout. Donc il a eu ce système-là. Et c'est peut-être ça sera peut-être une solution. Ça sera peut-être une solution pour avoir moins de travail et pouvoir garder du bovin. Mais je suis pas sûre que ça sera la solution. Ça sera peut-être une solution. Par contre, c'est beaucoup moins de lait vendu, parce que forcément, la production par animal, elle est beaucoup voilà, bien inférieure. Il parlait d'un objectif à 11-12 kilos en pic, donc c'est bien inférieur. Et c'est aussi l'équilibre économique. Voilà. Parce que c'est moins de chiffre d'affaires, donc c'est l'équilibre économique. Et c'est la difficulté justement de l'investissement nécessaire au début à l'installation. Mais ouais, il va falloir trouver, ou bien peut-être les PSE, comme on l'évoquait tout à l'heure. Mais si on ne trouve pas le moyen de stabiliser les revenus des élevages bovins, tout en leur permettant de ne pas être surplombés, submergés de travail, voilà. Une traite, c'est une traite par jour. C'est une traite par jour. Voilà. Au niveau de Kerguéhennec, ça c'est tout notre pôle recherche et mise en place, maraîchage et culture. Voilà. Donc on travaille à plein de nouvelles choses. Il y a aussi l'association Lego là, qui a commencé en France, qui aujourd'hui en Bretagne, qui aujourd'hui est sur tout le Grand Ouest, qui est justement pour la réintroduction dans les cultures de lentilles, voilà, de tout ça. Oui, il y aura des agriculteurs, je pense, pour le faire. Mais il faudra que le marché derrière soit porteur et au rendez-vous. Il y avait eu une volonté il y a quelques années de remettre du sarrasin, enfin du blé noir, en Bretagne. Et en fin de compte, la filière ne s'est pas tenue. Et donc, voilà. Ben ça se fait. Oui, ça se fait. Alors, ça se fait, c'est autorisé. Même le maïs en tant que tel, ils ont le droit de mettre 15% de maïs en silage normal, amené à maturité. Voilà. Ils ont le droit de mettre 15% dans le méthaniseur. Mais normalement, la méthanisation agricole, comme elle doit se pratiquer, c'est quand même majoritairement des effluents d'élevage. Fumier, lisier, voilà, c'est quand même la majorité de ce qui va quand même dans le méthaniseur, c'est ça. Et puis, ouais, ils ont le droit de mettre aussi du végétal. Ouais. Ouais. Après, c'est qu'est-ce qu'on met dans le méthaniseur si... Alors, on peut faire du méthaniseur sans élevage, hein. Il y en a plein qui le font. Mais pour moi, en Bretagne, le méthaniseur doit être lié à l'élevage. Et on doit se servir des effluents d'élevage pour le faire tourner. Alors au niveau technique, il y en a certains qui se montent pour ne mettre que du végétal, pour ne mettre que des couverts courts, voilà, ils appellent ça. Mais il faut des quantités impressionnantes quand on fonctionne en couvert court. Et c'est la surface qu'il faudrait avoir au niveau du sol en nombre d'hectares pour, si je peux dire, donner à manger à ces méthaniseurs-là. Parce que ça, c'est des surfaces qui forcément, si on n'a pas d'élevage accolé à la méthanisation, qui forcément vont aller à l'encontre de l'élevage en Bretagne. Il va y avoir une concurrence entre les deux. Et on voit aussi que certains qui mettaient un méthaniseur pour... alors, c'est pas forcément des gros méthaniseurs. Hein, certains qui mettaient un méthaniseur, c'était souvent un complément de l'activité de la ferme, parce que c'était le bénéfice de vendre de l'énergie, c'est ça derrière. Et c'est quand même assez bien, parce qu'on vend de l'énergie,
Et puis, en fin de compte, l'azote qui rentre dans le méthaniseur, on le retrouve quasiment équivalent à la sortie, en unité. Et on s'en sert aussi quand même pour la fertilisation de ces champs, de ces cultures. Donc forcément, j'ai envie de dire, c'est quand même un cercle assez vertueux sur le principe. Et le risque qu'on voit sur ces structures qui se sont faites au départ, pour moi, c'était vertueux et bien. Moi, franchement, ce principe-là, je le trouvais bien. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, en fait, c'est que l'élevage à côté peut parfois diminuer sur ces fermes-là. Parce que franchement, il vaut mieux vendre de l'électricité que de faire du lait, quoi. Il vaut mieux faire de l'énergie aujourd'hui. C'est beaucoup plus rentable, si on a le droit d'employer le mot rentabilité toujours. Mais oui, c'est beaucoup plus rentable. Parce que quand on regarde Est et surtout Hauts-de-France, on a des exploitations à 5, 6, 7 méthaniseurs sur le même site. En plus, il y a... Et là, c'est culture. Hein. Mais moi, je trouve que la méthanisation, comme on l'a commencé en Bretagne, je pense que c'est quelque chose d'assez vertueux, de production d'énergie, de trouver l'équilibre avec l'élevage à côté. Ouais, moi, je trouve que c'est bien. Bon, enfin, en tout cas, il y a un problème sur le maïs d'une façon générale, puisqu'il est très consommateur en eau à la période la plus chaude de l'année. Mais de le toute sorgho, façon, mais qui n'utilise que l'eau qui tombe. on Majoritairement en Bretagne. En Bretagne. Moi, j'ai traversé plein de coins en Bretagne l'été dernier où ils arrosaient, on arrosait le maïs l'été. Hein. Moi, je l'ai vu. Hein. Ça se fait un peu en Ille-et-Vilaine. J'ai des images, hein. Il y a certains secteurs en Ille-et-Vilaine qui sont irrigués en maïs, ouais, mais c'est pas. Quand tout à l'heure, je vous disais 1% de la SAU bretonne irriguée totalement en Bretagne. Enfin, c'est. Mais Faut pas généraliser, quoi. d'accord. Est-ce que on n'aurait pas avantage, parce que ça a souvent été évoqué, le sorgho, donc il consomme 3 à 4 fois moins d'eau, qui est plus résistant, il y a moins besoin d'intrants en plus. Pourquoi ça décolle pas, cette production de sorgho là? Qu'est-ce qui freine? Quels sont les freins? Bah, en fait, on ne s'est pas vraiment beaucoup lancé encore hein, sur le sorgho en alimentation animale. Et pourquoi? C'est pas quelque chose qui est. Non, c'est pas quelque chose qui est dans. Alors peut-être plus au niveau expérimentation, recherche végétale, que je maîtrise pas non plus tous les programmes. Mais même en France, globalement, c'est pas. Je sais pas. Est-ce que c'est un problème de rentabilité Quand j'ai rentabilité, c'est-à-dire est-ce que c'est un problème de rendement de la plante? Parce que si on prend un maïs sur des terres qui sont pas très propices, on va être à 10 tonnes, 10 tonnes par hectare. Alors on peut aller, si on est sur les limons de la Rance, à côté de Dinan, bon là, on peut être à 24, 26 dans les bonnes années. Voilà, il y a la quantité, on va dire, de végétal récolté pour donner à manger à tant d'animaux en face, quoi. Voilà. C'est assez simple. Et le sorgho, je sais pas, est-ce qu'il y aurait un problème de rendement du sorgho à l'hectare ou pas? Je connais pas le rendement du sorgho à Est-ce l'hectare. que ça mériterait pas quand même de vous pencher sérieusement sur cette question-là, parce que ce serait une alternative quand même intéressante? Si c'est une variété qui a moins besoin d'eau et tout ça, enfin, c'est quelque chose quand même dont on discute. Hein. C'est quelque chose qui est connu quand même, le sorgho. Mais on n'est pas au niveau du déploiement. Tout à l'heure, je parlais recherche, voilà, tout ça, déploiement. On n'est pas au niveau du déploiement. Peut-être parce qu'on a eu des épisodes, des années mauvaises. Est-ce que peut-être on n'en a peut-être pas eu assez en Bretagne, mais l'année dernière a énormément fait réfléchir. Ouais. Je pense que si c'est une plante qui apporte des valeurs nutritives équivalentes, on va dire, à l'animal, à la vache, voilà, qui se mène, après vous avez l'air de dire qu'en plus ça a moins besoin d'intrants, tout ça, donc ça pourrait que bénéfique, on va dire, économiquement pour l'agriculteur. Et que au niveau du rendement pour stocker l'alimentation pour le bétail,
S'il n'y a pas besoin de 50 hectares de sorgho, je dis n'importe quoi, je ne connais pas les proportions. S'il n'y a pas besoin de 50 hectares de sorgho pour remplacer 10 hectares de maïs, ça peut être quelque chose... Ouais, tout à fait, tout à fait. Il faut voir la digestibilité, il faut voir comment... Voilà, ouais, ouais, tout à fait. Si on veut parler du modèle, alors je prends le citoyen lambda qui regarde ce qu'on lui montre à la télé ou tout ça. Voilà, voilà, c'est pas forcément un modèle qui est le modèle breton. Voilà, n'est pas forcément un modèle, je pense, si mauvais que ça. Voilà. Franchement, par rapport à ce qui peut se faire ailleurs dans d'autres pays, c'est pas forcément un modèle si mauvais. Et je pense qu'il faut se poser en fin de compte les bonnes questions. Voilà. Alors, voilà, moi j'ai mes vaches qui vont dehors, elles vont dehors, voilà, c'est mon modèle que j'ai déployé sur mon exploitation. Il y en a qui font d'autres choix. Il y en a aussi qui font d'autres choix parce que ils n'ont pas le parcellaire en fait pour aller avec. Voilà, ils vont avoir les mêmes vaches que moi, mais je sais pas, moi au lieu d'avoir 50 hectares à disposition autour de la ferme, ils vont en avoir peut-être que 10, donc forcément c'est compliqué. Mais ils peuvent aussi faire de l'herbe, avoir beaucoup d'herbe dans la rotation, la récolter et l'amener à l'auge. Voilà. Ça sera des vaches qui seront plus en bâtiment. Ça peut être aussi des vaches qui ont plus de maïs. Voilà, j'ai pas de leçon, j'ai envie de dire à donner à qui que ce soit, puisque chacun choisit. Mais après, c'est peut-être plus une question d'acceptabilité du citoyen sur des très très grandes structures. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des très grandes structures qui peuvent être aussi très résilientes au niveau environnemental. Donc ça va peut-être être énervant. Mais en hors-sol, il y a aussi des très grandes fermes qui font un tas d'installations pour ne pas non plus avoir d'impact au niveau environnemental. Il y a dans les porcheries, on fait des lavages d'air, par exemple, pour éviter que les... C'est juste un petit exemple. Pour éviter que l'ammoniac, voilà, l'ammoniac il est traité avant de partir là. Il y a plein de choses qui se font au niveau technique qui, en fait, font que les impacts de l'agriculture ne vont pas être mauvais par rapport à l'environnement qui est Tout autour. ça, c'est encore de la consommation d'eau. C'est aussi de la consommation d'eau. Ouais, Donc complètement. ça va poser problème. Mais on va comme, consommer quand même beaucoup d'eau, hein. Faut pas se leurrer. L'agriculture va quand même consommer beaucoup d'eau. et s'il n'y en a plus assez. Et ben si le problème c'est que s'il n'y a plus assez d'eau, est-ce qu'on se pose la question de combien de citoyens on garde chez nous aussi parce qu'il n'y aura pas assez d'eau? Voilà, c'est... Et il va bien falloir faire à manger. Je sais pas, est-ce qu'on dit dans tous les pays du monde on fait plus qu'un enfant par famille? Est-ce que il faut diminuer le nombre d'habitants sur Terre? Je sais pas, moi ça va. Le questionnement il se pose très très loin. Ah bah ça on en discute énormément, mais ça se discute par territoire. Tout à l'heure je vous ai dit que j'étais au comité de bassin pardon Loire-Bretagne. Il y a toutes les déclinaisons des commissions locales de l'eau dans les sages bretons. Et donc là, vraiment, la discussion, elle va se faire dans les territoires. Parce qu'il va y avoir des territoires qui seront en pression beaucoup plus forte sur la quantité d'eau que d'autres. Voilà. Si je suis milieu du Finistère, je vais peut-être pas être trop embêtée. Si je suis sur Saint-Malo ou sur Dinan, ça va peut-être être plus compliqué. Donc je pense qu'il va falloir construire ensemble à l'échelle d'un territoire et se poser les bonnes questions. C'est qu'est-ce qu'on veut demain? Et comment on fait pour donner l'eau à un tel ou à un tel? Mais ce qu'il va falloir se poser comme question aussi, c'est les contributeurs d'eau. Et il y a les zones où on consomme et il y a les zones, quand je dis produit de l'eau, je ne pense pas qu'au syndicat d'eau potable. Je pense en fin de compte au monde rural et au territoire
qui mettent des bonnes pratiques en place, on peut aussi revenir au PSE, qui mettent des bonnes pratiques en place pour préserver la qualité et la quantité d'eau qu'on aura besoin demain. Et à un moment donné, là je vais prendre un petit peu, je pique un peu les idées à Thierry Burlot, mais je pense qu'il en a parlé si vous l'avez déjà interviewé. Il y a toutes les grosses métropoles, toutes les grandes villes, c'est ne pas oublier d'où vient l'eau qu'elles consomment, quoi. Oui, solidarité. Solidarité, mais pas que solidarité environnementale, solidarité économique aussi. Bien sûr. Voilà. Et si on dit à Rennes, je sais pas, on multiplie, voilà, vous avez tant de mètres cubes d'eau, au-delà, on vous le vend tant d'euros de plus, parce que nous, au niveau local, on a besoin de cet argent-là pour mettre des PSE en place, pour faire en sorte que sur un captage donné, l'agriculteur, si on lui demande certaines contraintes, eh ben, il ait la rémunération en face pour pouvoir vivre. Après, il faut que ce soit aussi son choix, son modèle de vie. Mais quand on sécurise l'agriculteur financièrement sur son revenu, forcément, il est plus enclin à écouter et à faire des choses. On ne peut jamais aller discuter avec un agriculteur sur ses engagements environnementaux quand on est en crise économique. Voilà, c'est des paliers. Parce qu'il y a la survie, il y a tenir son entreprise, il y a avoir son revenu, des fois il n'y en a même plus. Voilà, il faut, pour pouvoir prendre conscience de certaines choses, il faut avoir un état d'esprit où on est en capacité de le faire. Et quand on est toujours en tension, c'est pas forcément entendable. Alors, champ d'agriculture régional, stratégie de notre installation, maintenir une Bretagne d'élevage. On n'a pas dit forcément la même quantité d'élevage, mais c'est clairement inscrit, ouais, maintenir une Bretagne d'élevage. Tout en sachant que ça va diminuer, mais faire au maximum pour maintenir une certaine quantité d'élevage. C'est ma priorité parce que ce que je vois derrière, c'est les agriculteurs, c'est les installations. Quand on n'est que sur la restriction et que la restriction, je trouve que ça accentue les conflits et les clivages. Et je ne pense pas que ce soit forcément tenable à long terme. L'idée de dire tout va bien, on va être sauvé parce qu'on va trouver la solution. On va certainement trouver des solutions qu'on ne connaît pas aujourd'hui parce que l'être humain a une capacité d'invention, moi, Capable du pire comme du meilleur. Voilà, mais j'espère le meilleur. Donc, il y aura sans doute des choses, voilà, qui vont être trouvées, mais c'est pas quelque chose qu'on peut considérer. Il faudra quand même prendre conscience de la réalité de ce qui se passe. Je pense que les climato-sceptiques aujourd'hui, je sais pas s'il en reste, mais ouais, mais bon, je pense quand même qu'ils doivent être quand même un petit peu secoués. Les climato-sceptiques pas trop durs, je pense qu'ils sont un peu secoués quand même aujourd'hui quand ils voient tout ce qui se passe. Après, j'ai du mal à qualifier l'urgence. Voilà. Parce qu'avant, on disait il faut qu'on change les choses maintenant, sinon on va prendre tant de degrés, ça sera compliqué. Et là, dernièrement, on nous a dit on prend de toute façon tant de degrés. Donc, j'aurais bien envie de vous dire il va falloir agir. Il va falloir agir sur la quantité de l'eau. Il va falloir être dans la sobriété, dans l'économie, ça c'est obligatoire. Mais il va surtout falloir être dans l'adaptation. Parce qu'il va falloir changer, trouver les moyens, les outils. Alors après on dit les variétés moins consommatrices, tout ça. Nos façons de consommer qui ont moins d'impact sur la quantité. Il va falloir trouver cet équilibre-là parce qu'on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix. Mais pour les politiques à mettre en place, parce que
Je pense qu'il faudra mettre des politiques en place pour le faire. Je pense pas que le monde idéal où tout le monde fait tout de suite très bien peut exister non plus. Il va falloir être juste, en fin de compte, il va falloir être juste à tous les niveaux et que chaque niveau s'adapte par rapport à ce qui peut s'adapter. Voilà. Et quand je dis ça, c'est pas faire du à minima. Voilà, je suis pas du tout là-dessus. C'est vraiment, on n'a pas le choix, il va falloir faire très attention. Et sur la consommation, j'ai envie de dire la quantité, mais sur la consommation en général. Est-ce qu'on a besoin, d'avoir une garde-robe qui fait 10 mètres dans la chambre? C'est toute cette consommation, parce que toute consommation, tout achat, toute consommation entraîne consommation d'eau derrière. Voilà. Et il va falloir. On n'a pas le choix. Et moi, je suis plutôt à construire, à trouver des solutions, à être proactif. Mais il faut passer le pas. Il faut passer le pas.